J'ai revu très récemment les Amazing Spider-Man, et suite aux récents événements entourant No Way Home, je me suis dit que c'était l'occasion de discuter avec vous et d'essayer de réfléchir à cette question. Vu le regain actuel de popularité d'Andrew Garfield dans Spider-Man, pourquoi ces films, 10 ans plus tôt, ont été un échec critique et commercial? Bonjour à tous, c'est Cinéna, mais aujourd'hui, il est grand temps qu'on parle de The Amazing Spider-Man. Spider-Man fait partie des super-héros que j'aime beaucoup, et le fait qu'il ait eu plusieurs interprétations au cinéma ne m'a jamais vraiment dérangé. Au contraire, c'est déjà le cas en comics et en dessin animé, je vois pas pourquoi ça me dérangerait dans ce cas. Comme beaucoup, j'ai évidemment grandi avec la version de Tobey Maguire, c'est le héros de mon enfance, mais il est vrai que j'ai toujours été un peu agacé par son côté trop sage, timide, en retrait, lent, toujours avec un sourire niais. Par contre, à part son troisième film, il a eu droit à la meilleure écriture possible. Le scénario, les scènes d'action, les costumes, les méchants, c'était un sans faute. C'est le héros d'enfance de beaucoup, et comme souvent avec les très bons souvenirs d'enfance, il est interdit d'y toucher. Et c'est ça, à mon avis, qui est l'élément déclencheur qui a signé le début de la mort de The Amazing Spider-Man. Nous sommes en 2007, et suite à l'énorme succès commercial de Spider-Man 3, il est évidemment question de mettre en chantier sa suite. Mais face à des divergences artistiques et ne supportant pas la trop grande implication des producteurs dans le projet, Sam Raimi décide de se retirer du film, et toute son équipe avec. Sony est à ce moment-là face à une impasse. Une suite directe n'est plus envisageable, et le studio ne peut pas s'éterniser sans succession trop longtemps avec son super-héros, car Sony avait un contrat à respecter. Tourner un film, que ce soit une suite ou un reboot, avant 2013, sous peine de perdre les droits du personnage. La décision finale, on la connaît. Beaucoup ont sacralisé le Spider-Man de Sam Raimi et Tobey Maguire. Donc forcément, lorsque le réalisateur quitte le navire et Tobey Maguire avec pour un Spider-Man 4 et que Sony annonce un reboot de la franchise 3 ans seulement après le dernier film, c'est la déception générale. Surtout que pour le grand public, monsieur et madame tout le monde, c'est la confusion qui prime. Parce que si t'es pas au fait de l'actualité ciné du moment, t'es juste perdu. Mais est-ce que pour autant ces films sont si mauvais que ça? Objectivement, je trouve pas. Au contraire, je les ai vraiment trouvés super. Vous le savez peut-être pas, mais Mark Webb, le réalisateur des Amazing, a mis en boîte mon film préféré, 500 jours ensemble. Tom, don't go. You're still my best friend. Donc à l'annonce de sa succession, j'étais vraiment curieux de voir ce qu'il apporterait à l'œuvre. Est-ce qu'il serait un simple yes man à la botte de Sony, ou est-ce qu'il arriverait malgré ce statut et cette pression forte à apporter une vraie identité à ses films? Good cut. Alors en vrai, oui et non. Le premier a cet aspect remake générique qui coche les cases timidement. Oui, pas reboot, mais bien remake, parce qu'en soi c'est exactement les mêmes intrigues avec des acteurs et des personnages légèrement différents. Mais malgré ça, il y a de très bonnes choses qui se dégagent de ces métrages. Déjà, l'enthousiasme et l'énergie d'Andrew Garfield dans le projet. Je le redirai jamais assez, mais on sent qu'il était passionné et habité par le personnage. C'est un excellent acteur et ça se ressent. You have no idea how much this means to me. Emma Stone est une personnification vivante des cases de comics. Elle arrive à nous convaincre dans le duo qu'elle forme avec son camarade masculin, couplé à la caméra de Mark Webb habitué à capturer les émotions. On se retrouve avec des scènes à l'alchimie criante et largement plus marquantes que pour le couple Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Impossible à dire. Le Peter Parker d'Andrew Garfield propose de quelque chose de plus sympa et moderne à suivre. Un nerd intelligent, torturé par la disparition de ses parents mais malgré tout ultra cool. Peut-être même un peu trop cool et arrogant. Mais au moins, on oublie sans trop de peine le Peter approximatif de Tobey Maguire. Ici, l'acteur correspond bien à son personnage dans son comportement d'adolescent. On sent qu'il n'a pas besoin de jouer ni de forcer pour adopter cette attitude de teenager fun. Le charisme et le charme de l'acteur n'y sont pas pour rien, c'est évident. Put him down, Eugene. Bon, d'accord, là vous allez me dire que quand on va voir un film Spider-Man, on s'attend pas forcément à voir que de la romance et du Peter Parker. On y va aussi et surtout pour les scènes d'action. Pour le premier métrage, rien de bien dingue dans l'ensemble. C'est très joli, sauf le lézard, pas fou mais sympa, et on sent une réelle volonté agréable de donner de la vitesse et de la fluidité dans les combats. Andrew Garfield a un shape élancé et s'est mis en avant. Il paraît agile, rapide, fluide, c'est beau à voir. Le costume est vraiment très beau et a la lourde tâche de succéder au premier costume. Et là encore, c'est très bien, c'est original et ça rend bien à la caméra. Et le suivant est encore plus beau. C'est d'ailleurs ma version préférée du costume de Spider-Man au cinéma pour moi. Je le trouve tellement plus expressif avec ces yeux-là que le costume de Tom Holland qui nous sert des yeux qui bougent. Non mais franchement, regardez ça. On sent la surprise et la peur rien que dans la gestuelle de Garfield. C'est vraiment très réussi. The Amazing Spider-Man 2 nous propose, et ce n'est que mon avis, les meilleures et les plus belles scènes de voltige, notamment dans la scène d'intro. C'est inspiré, athlétique, c'est lisible, on ressent dans ses mouvements une vraie cohérence en termes de physique et de gravité.
On est en 2014, et quand Garfield saute, on a vraiment l'impression qu'il saute. Là, en 2021, non mais regardez, on dirait que Tom Holland pèse 30 grammes et plane, c'est trop bizarre. Bref, pareil pour les combats et les scènes d'action ou les moments plus intimes, c'est vachement bien. En fait, Mark Webb a l'air de beaucoup plus respirer avec ce film en termes de mise en scène et de photographie. Genre, regardez ça par exemple. Ou encore ça. C'est grave beau. Le réalisateur a une approche plus humaine, plus organique, intimiste. Il sait capter et créer de vraies émotions dans les interactions entre ses personnages. Les vilains dans cet épisode sont des êtres humains avec un mauvais fond, contrairement aux anciens qui pâtissent du syndrome des méchants malgré eux. Du coup, malgré toutes ces bonnes petites choses, pourquoi un tel échec ? Tobey Maguire. Tobey Maguire. C'est tout. Allez, au revoir, abonnez-vous. Tobey Maguire est encore trop fraîchement dans l'esprit des gens. Au moment de Amazing Spider-Man en 2012, le dernier Spider-Man avant lui ne date que de 2007. Et 5 ans pour faire son deuil, c'est trop tôt, trop difficile, surtout pour un public autant attaché à lui. Ensuite, un reproche qui revient souvent, c'est la pauvreté dans l'écriture malgré les grandes performances des acteurs. Je suis pas tout à fait d'accord, je les trouve plutôt bien écrits. Le premier avait cet aspect remake du coup un peu générique, mais sa suite était beaucoup plus équilibrée. Malgré tout, son énorme défaut, le syndrome de la précipitation. Ça a été le cas de Warner, Sony n'y a pas échappé. Il faut remettre les choses dans leur contexte. 2008, Marvel Studios ne le sait pas encore mais va donner un nouvel élan au genre super-héroïque et créer une saga et une cohérence jamais vues au cinéma. Bientôt grâce à eux au cinéma, on parlera d'univers étendu et plus tard de multivers. Et à ce moment-là, tout le monde veut sa part du gâteau. Warner redémarre son univers d'ici avec Man of Steel et brûle les étapes avec Batman v Superman pour amener à sa Justice League. La Fox piétine dans sa chronologie avec ses X-Men en essayant de connecter sa saga. On est en 2012, The Amazing Spider-Man vient de sortir et Sony de son côté, voyant le franc succès de Marvel Studios, de ses films et surtout du mastodonte Avengers, qui on le rappelle pèse 1,5 milliard de dollars au box-office, excusez du peu, ben Sony réfléchit business. C'est avant tout une gigantesque entreprise et se dit que ce qui marche, c'est les films de super-héros en mode réunion, les films d'équipe. Je le rappelle, mais Sony n'a pas accès à tout le catalogue Marvel, il n'a les droits que sur Spider-Man et son univers interne. C'est donc en parallèle que le studio, détenteur des droits de l'homme araignée, développe un film sur les Sinister Six. Avengers réunissait une équipe de super-héros, ben là, on réunit une équipe de super-vilains. We're bad guys, it's what we do. Et c'est cette obsession de vouloir créer son propre univers qui va nuire à la qualité de The Amazing Spider-Man 2. La multiplication des sous-intrigues, des méchants, des caméos donne cette sensation au film de doublon de Iron Man 2. Un film qui met en place quelque chose plus qu'il ne développe quelque chose. Ce teasing constant n'a capté personne. Personne n'était hypé par les divers projets entourant l'univers de Spider-Man. On est en 2014 et Sony avait annoncé plusieurs spin-offs. Entre Amazing Spider-Man 3 prévu pour juin 2016 et Amazing Spider-Man 4 prévu pour 2018, il y avait aussi Venom en 2017, Sinister Six prévu pour mai 2018 réalisé par Drew Goddard et un projet sur une éventuelle Spider-Woman. Mais tout le monde s'en foutait et puis c'était déjà un vrai bazar même pour les plus hardis entre Marvel Studios et ses Avengers, Warner et ses persos à la télé et au cinéma, la Fox et ses X-Men, Sony et tous ses projets, les gens étaient perdus. Mais c'est surtout que tout le monde s'en fichait royal. Donc forcément quand ces bribes de projets sont implémentées dans Amazing Spider-Man 2, bah c'est sûr la qualité du film en pâtit. C'est étouffant, ça va trop vite. Donc, est-ce que pour autant l'écriture de ces deux films est pauvre ? Chacun son avis, je peux comprendre, mais au-delà de ça, les films ont énormément de belles qualités malgré ses gros défauts. Je pense au fond que c'est juste une histoire de mauvais timing. Beaucoup disaient que ces films n'étaient pas très comic accurate. Je suis pas d'accord avec ça. D'abord, je trouve que déjà à l'époque les films de Sam Raimi s'étaient permis beaucoup de liberté et de réécriture. Et puis surtout, c'est aussi ça, le principe et la beauté des comics. Le comic book n'est pas qu'un seul genre, les comics sont une passerelle à de multiples histoires, genres et atmosphères. Mais ces comics s'adaptent surtout à l'écriture d'un récit par un auteur pour créer l'expérience qu'il veut transmettre. C'est exactement la même chose pour les films. Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Andrew Garfield, c'était une version à l'époque que j'adorais. Mais aimer l'un m'empêchait pas d'aimer l'autre aussi. C'est deux versions complètement différentes mais complémentaires. On dirait qu'au cinéma et en hobby de manière générale, faut systématiquement choisir un camp. Comme si on devait forcément créer des scissions et prendre parti. Être team l'un ou team l'autre. Plutôt team Jacob ou team Edward. Serre d'aigle ou Gryffondor. Marvel ou DC Comics.
Tobey Maguire ou Andrew Garfield, alors qu'on peut autant kiffer l'un et l'autre ou préférer une version tout en adorant l'autre aussi. Depuis No Way Home, Garfield a eu un regain de popularité auprès des gens, sûrement de gens qui faisaient partie d'une minorité silencieuse qui sort de l'ombre aujourd'hui pour crier « Voyez qu'il est super, les autres vous vous en rendez compte trop tard, mais nous on l'a toujours dit ». C'est aussi surtout qu'aujourd'hui on a admis qu'un même personnage pouvait avoir plusieurs interprétations et plusieurs visages grâce au multivers. C'est cette acceptation, cette prise de conscience collective qui nous fait dire que, ben ouais, avec du recul et comparé à tous les films sur l'homme araignée ces dernières années, The Amazing Spider-Man, c'était pas si mal finalement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que globalement vous m'avez écouté, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me lâcher un like, ça m'aiderait énormément, à laisser un commentaire pour me parler du film ou simplement me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner pour continuer de voir des vidéos sur les sorties ciné dans un format court, et puis moi, je vous fais de gros bisous du coude et je vous dis à la prochaine. Salut!